Amis téléspectateurs, bonsoir. Je vous invite à faire avec moi le parcours de Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, nous avons comme compagnon de voyage Hervé Fanini Lemoine, petit bonhomme qui a laissé le pays très tôt pour ne revenir que 37 ans plus tard. Hervé a écrit Face à face. Je cite, Hervé dit des Haïtiens, en général, les Haïtiens ne demandent pas beaucoup. Par tradition, ils aiment partager. Par vertu, ce sont des rudes travailleurs. Et ces qualités font que je suis fier d'être haïtien. Voilà un Haïtien qui s'est promené de par le monde et qui revient chez lui. C'est un honneur et un plaisir pour moi de présenter Face à face autour de l'identité haïtienne. Face à face traite d'une analyse critique de la pensée haïtienne amalgamée dans l'idéologie coloniale et ankylosée dans l'oubli de l'héritage ancestral. Des informations documentées y sont fournies afin d'aider le lecteur à en pénétrer la dynamique. C'est un livre de 300 pages. C'est la deuxième édition de 2011. Et Hervé Fanini Lemoine va participer à Livre en folie. Il aura tout d'abord une signature vente à la librairie, j'imagine, le 18 juin. Hervé, bienvenue chez toi. Bienvenue chez nous. Merci Marie-Alice. Quelle introduction, c'est merveilleux. Là, j'ai la chair de poule partout. Mais oui, en général, on vous voit l'interviewer, mais tu es si proche de mon cœur que je te dis tu. Les téléspectateurs aussi diront tu à la fin de l'interview. Hervé, c'est tu. Oui. Okay, avec tout le monde, c'est tu. Et les formalités, je laisse pour les plus jeunes, s'ils veulent. Tu nous dis, il est nécessaire d'envisager une nature humaine différente. Chacun doit être guidé et accompagné dans une démarche de paix et de discipline intérieure afin d'exercer la pratique de la tolérance, de la patience et de la responsabilité. Tu ajoutes, chacun doit pouvoir retrouver son identité pour être à même de choisir le mécanisme qui mènera à la maturité dans le respect de sa véritable essence. Avec sagesse et amour, on sera entraîné à devenir responsable, respectueux et plein de ressources. Tu ajoutes plus loin. La rupture du paradigme ancien devrait signifier la réévaluation de la signification même des buts et du rôle de l'éducation, de manière à changer la vision ultime de l'être. Dans ton livre, tu remontes l'histoire de Quisqueya. Tu vas jusqu'à la Genèse. Nous aurions aimé que tu nous en parles un peu plus, car tu as fait des années de recherche afin de pouvoir publier ce livre combien enrichissant qui devrait faire partie du cursus académique en Haïti. Pour moi et pour mes amis téléspectateurs, ce sera certainement un trésor. Parle-nous un peu du parcours de ce livre, de tes recherches, des rencontres que tu as faites, des révélations, de tes doutes. Oui, on peut commencer Parle-nous d'Hervé. Bon, moi, je suis Hervé Fanini Lemoine et je suis né en Haïti, grandi en Haïti jusqu'à 19 ans. Voyagé à l'étranger, retourné en Haïti en 79, fait un peu le parcours de la ville, de la mentalité, de la société. Retourner à l'étranger. Ensuite, une fois de temps en temps, on fait une petite visite. Mais c'est toujours un effet transitoire pour moi. Habiter à l'étranger, ça a toujours été un effet de transit. J'ai toujours été là, mais mon âme demeure en Haïti. Et la pensée, la vision haïtienne, c'est quelque chose de très important pour l'évolution de l'haïtien, de chaque individu. À savoir les raisons pour lesquelles notre société a cessé de penser, notre société a cessé de réfléchir, notre société a cessé de s'occuper des autres, comme d'antan. Et tout ceci, c'est, je pense, l'effet de la globalisation
que les notions d'eau et de la globalisation que nous ne savons pas encore et la signification, à la tendance de rendre l'haïtien, ou du moins le en général, concentré sur soi. Rien que pour moi, et rien que pour moi, et rien que pour moi. Donc maintenant, les recherches de face à face autour de l'identité haïtienne, c'est un deuxième essai que j'ai fait. Parce qu'en 1984, j'ai écrit quelque chose qui s'appelait la problématique haïtienne. Donc c'était autour de la société haïtienne, les problèmes, les comportements, le peuple, la misère, la richesse et le sol, l'individu en général. Mais je t'arrête, tu me parles de misère, de richesse, tu me parles de peuple. Et dans ton livre, tu dis que nous serions les derniers descendants de Noé, que nous serions les derniers Atlantes. Oh, raconte-nous un peu ce qui t'emmène à une pensée pareille. Non, ça a été une citation du docteur Mathurin. Et je l'ai cité de lui qui l'a cité de Pierre Carnac, qui a mentionné une référence biblique que l'haïtien d'aujourd'hui soit la dernière génération de Noé. Ça, c'est pour paraphraser la Bible avec les écrits, l'histoire et le mythique de Noé, pour dire que Noé vraiment était père de plusieurs races. Que symboliquement, c'est autre chose que littéralement. Donc, pour ceux qui s'adonnent à la lecture littérale de la Bible, donc il faut faire attention. L'histoire de Noé, par exemple, ça remonte antérieurement à la Mésopotamie, à l'Acadie et à Sumer, ou la Sumérie, pour les gens qui connaissent cet endroit, qui est l'Irak d'aujourd'hui. Et Noé étant lui-même de cette région, donc il a emmené avec lui cette histoire aux Israélites d'antan. Donc, pour retourner à la misère... à la richesse. L'haïtien est riche, mais il ne le sait pas. Et le pays est riche, l'haïtien ne le sait pas. On a plusieurs références de nos jours, surtout à partir des travaux du docteur Mathurin et d'autres individus que j'ai rencontrés en Haïti, qui parlent de mines et de richesse. Mais il y a la richesse individuelle. Ce que nous avons, que nous devrions savoir, qui a été enlevé de notre mémoire. C'est juste pour nous contrôler et pour nous abêtir et pour nous garder dans la servitude. Et à tous les niveaux, l'haïtien sert quelqu'un. À tous les niveaux. Quand tu dis sert, est-ce que cela voudrait dire être utile à ou être utilisé par? Être utilisé. Je parle de la servitude. Avec tous les moyens qui semblent les plus aisés et véhicules, il y a toujours cette servitude pour d'autres organisations, d'autres groupes, d'autres nations et d'autres gouvernements s'il le faut. Et à ce qu'on appelle la politique internationale, où tous les pays sont un pays, il y a un chef. Et tous les autres, c'est des soldats. Donc, les élites de la société haïtienne ou le gouvernement haïtien, tout ceci ne sont que des soldats de ce gouvernement central, visible et invisible. Le gouvernement, par exemple, d'Obama, c'était le gouvernement visible. Mais celui qui dirige Obama et les États-Unis, c'est invisible. Donc maintenant, où est-ce que nous sommes dans cette guerre? Oui, mais là, tu vas très vite. Moi, ce que je voudrais savoir, ce serait qui je suis au départ, d'où je viens. Parce qu'on dit Haïti, Boyo, Kiskeya. C'est un nom, c'est un titre, et on dit même Haïti, Thomas. Le seul pays qui aurait un nom de famille. C'est amusant tout ça. Alors là, éclaire-moi la lanterne. Kiskeya, que veut dire Kiskeya? L'île Kiskeya. Le nom, oui, c'est ça. En effet, le nom de l'île d'Haïti, que la majorité des Haïtiens connaissent comme Haïti, le nom de l'île, c'est Kiskeya. Kiskeya signifie la mer des terres, la mer des îles. Alors, moi, j'ai fait un argument à plusieurs professeurs, surtout de la Norvège, et à l'université Bergamo en Italie, et pour citer le professeur Emilio Spezzicato, je lui dis que je ne pense pas que la définition de Kiskeya comme mer des terres
serait la bonne définition. Je pense que la définition serait la mère des civilisations. Parce que la science d'aujourd'hui, on sait que l'Afrique est probablement la mère des terres. Mais on parle de civilisation. Où est-ce que la première civilisation est sortie? Donc, il y a ce mythe ou cette légende de l'Atlantide. On parle des Atlantes, etc., etc. Mais le monde d'aujourd'hui, fasciné par cette histoire de Platon qui lui a été racontée par Solon, on cherche des vestiges atlantes, on cherche des buildings, on cherche des monuments, on cherche des murs et d'or comme Edgar Cayce. Je ne sais pas lequel, Cayce. Il avait en 1968 découvert, fait une prédiction qu'en 1968, je pense. Oui, mais beaucoup de ces prédictions se sont révélées vraies actuellement. Okay, comme le laser. Oui, mais ces prédictions, c'est quoi des prédictions en réalité? Et le laser a existé en Égypte, mais c'est quoi une prédiction? Okay, ce ne sont pas des prédictions, Cayce. Cayce remonte dans le temps. Mais et on n'a pas accepté ce qu'il disait dans les années 60 parce que ce n'était pas de mise. Oui, c'est tout comme ce professeur qui s'appelle Immanuel Velilovsky qui a une théorie de Vénus étant une comète. Jusqu'à 1950, la science n'avait reconnu aucune de ces théories concernant les planètes. Mais en 2010, c'est les théories de Velilovsky qui marchent. Comment la Terre a été formée, comment Vénus a été formée, etc. Mais pour revenir à Quisqueya, et mon argument, c'est que Quisqueya, c'est la mère des civilisations, pas la mère des terres. Pourquoi? Parce qu'on peut référer d'après des vestiges, ou bien d'après des indices archéologiques et, on va dire, philologiques, on parle des anciennes langues, que Quisqueya, c'était une manifestation de la lune, une manifestation de l'esprit. Quisqueya s'écrit Ku, K-U, Ishi, I-S-H-I. Ku, K-U, et puis Eya, E-Y-A. Même là encore, l'Y, c'est une invention grecque. Donc, comme cette civilisation qui a conservé cette écriture a précédé à la civilisation hellénique. Donc, Eya s'écrit E, Aya, du moins s'écrit E-I-tréma. Ah. Et dans toutes les cultures anciennes, on retrouve ces deux mots. Ti, qui signifie terre, poussière, esprit, et Aya, Eye, et même dans la civilisation, la culture judéo-chrétienne, le fameux Yahvé, par exemple, c'est une dérive de Eye, qui est Aya en réalité, qui signifie Haïti aujourd'hui. Donc Haïti, c'est Ti en taïno, pour être plus près de nous, signifie terre. Aya, qui est la terre d'Haïti. Mais d'aucuns prétendent que nous aurions même la pierre philosophale. Bon, on parle... Alors, et que prendre et quoi laisser? Il va falloir définir. Et qu'est-ce que c'est que la pierre philosophale? Le Graal. Elle n'est peut-être pas ce que l'on dit. Il y a cette connaissance d'Haïti, parce que on a ce nom qui a été donné à un endroit bien déterminé, qui représente quelque chose. Les Taïnos qui sortent du Venezuela, qui ont émigré sur Haïti, sur Quisqueya, ça fait à peu près 4000 ans, ont fait le voyage pour retrouver la terre de la déesse Aya. Et les Taïnos sont de descendance maya. Donc Haïti, ce n'est pas le nom de l'île. Haïti, c'est une référence à la grande déesse des temps, Aya. Donc je suis certain qu'à la fin de l'émission, on va pouvoir parler de Aya un petit peu. Mais on va parler du Haïti. Maintenant, j'ai dit que Quisqueya, c'était Ku, Ishi, Ku, Eya, qui signifie lune, libère-moi, lune, libère-moi. Donc, la lune a rapport à l'eau. L'eau, c'est l'élément crucial de l'homme. Donc, l'esprit de l'eau, que les gens, les Grecs ont nommé au agua. Qui n'aurait pas été créé. Sauf l'eau. Pour ceux qui aiment la Bible, par exemple, l'eau n'a pas été créée. Tout a été créé sauf l'eau. Et nous venons de l'eau. Nous sommes des éléments
vaudou. C'est comme dans la littérature vaudou, on rencontre pas mal de références à Simbi, à Agoué, à Aïda, et pas Aïda, à Sirène, etc. Mais le poisson et l'eau, quel rapport? L'arc-en-ciel et l'eau. Donc, la créature, la terre d'Aïa, c'est Haïti, on va dire Haïti, la terre d'Haïti. Ceux-là qui peuvent se référer au langage taïno, pour être plus près. Mais Ti, en sumérien, en hébreu, en japonais et d'autres langues, signifie terre, poussière. Et puis, esprit, des fois aussi. Et grand. Ouais, et grand, taïno, et grand. Donc, le grand esprit, c'est Haïti, le grand esprit d'Aïa, Haïti. Donc nous serions un très grand peuple. Je ne sais pas si maintenant ce que je vois, on peut se dire un grand peuple, mais on a un grand pays. Ça va dépendre de ce que nous on veut faire avec. Est-ce qu'on est digne d'être là aujourd'hui? Ça c'est ma question. Est-ce que nous sommes dignes d'être sur cette terre? Certainement. Il nous faudrait peut-être des gens comme toi pour nous dire quelle est notre identité et qui nous sommes, puisque beaucoup de choses ont été occultées. Notre culture elle-même a été diabolisée. Donc il faudrait remonter le temps, parce que quand on parle du vaudou et qu'on parle du diable, on a diabolisé cette religion alors que les vaudouisants ne connaissent pas le diable. Ça n'existe pas. Le mot diable n'existe pas dans le vaudou. Où sommes-nous situés? Ouais. Voilà, c'est ça. Il faudrait redresser la barre et nous dire qui nous sommes pour que nous sachions vers quoi aller et quelle position prendre. Là, on parle de décision d'État, de décision politique. Il n'y a rien que l'État. Tout ce qui est social est politique. L'État, le gouvernement, seul peut changer. Donc, c'est qui est le gouvernement maintenant? C'est nous, le peuple. La famille. C'est nous. La famille. Donc, la communauté. Si, en réalité, cette communauté, cette famille, cette grande famille, se lève le matin pour dire, tu sais, ce marchand qui est dans la rue, c'est peut-être de ma famille. Pourquoi je ne l'aide pas au lieu d'essayer de le contrôler, de l'écraser? À ce moment, on va essayer de comprendre sa culture, sa pensée, et se connecter avec cette personne que nous savons en nous. Parce qu'on vient de là, il ne faut pas oublier que... Oui, mais ce serait une marque de respect de soi aussi. Car en aidant l'autre, on se respecte soi-même. Oui. Puisque l'autre est un peu le miroir dans lequel on se reflète. Exactement, tu vois. Donc, mais c'était notre coutume, c'était notre façon de vivre. Mais c'est ce qu'on a perdu. Ça. Comme les Africains, on disait qu'il fallait un village pour élever un enfant. Tout le monde était mon oncle, ma tante. Ah oui? Ah oui. Bah, tout le monde était mon oncle et ma tante. Pourquoi est-ce qu'on a perdu tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis certain, notre éducation a un rôle à jouer. De la façon qu'on a été à l'école, ce qu'on a appris. Parce que quand on va à l'école, c'est très bien. Il faut aller à l'école. L'éducation, c'est bien. Mais si on va à l'école pour apprendre qu'on est laid, pour apprendre que notre culture est ancestrale et diabolique, pour apprendre tout ce qui est d'Afrique, est diabolique, est noir, est sale, etc. Donc c'est certain que tous ceux-là qui ont fréquenté ces écoles et qui deviennent les professeurs, les intellectuels de notre société, c'est ce qu'ils vont apprendre aux enfants. Ils deviennent décomplexés. Donc, ils deviennent eux-mêmes les agents du statu quo, représentant le colon, comme l'a bien écrit Frantz Fanon. Oui, mais même quand on entend les gens dire ce qui est révoltant, plutôt nous l'aide, nous là. Alors qu'on n'a jamais vu d'aussi beaux enfants qu'en Haïti. Mais non, non. Je ne pense pas que ce soit la résignation, puisqu'ils disent quand même, n'a débattre. Oui, mais c'est ça ma réalité. N'a débattre. Lorsque les gens, s'ils te disent que du fait que tu ressembles à un Africain, du fait que tu sois noir, tu sois ici, tu es laid, tu es diabolique, tout ce que tu fais, tout ce qui est... Écoute, jusqu'au XVIIe siècle, l'Africain, bon, jusqu'à aujourd'hui, l'Africain a été vu un maillon, un chaînon, en plus que singe. L'Haïtien, voilà, l'Africain était une bête de saut. D'ailleurs, dans le code de Colbert, ils te disent qu'il faut avoir 3 Africains
pour équivaloir à un blanc. Donc, sur chaque blanc, il faut 3 Africains. Et la culture africaine, la croyance africaine a été rejetée pour la remplacer par une croyance occidentale. Parce qu'elle a engendré la peur. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Comment avons-nous pu perdre notre originalité, notre culture? Et pourquoi tant de violence? Est-ce que c'est vraiment nécessaire tant de violence? Tu pratiques ta religion, bonne chance. Moi, je pratique la mienne, écoute, ne m'emmerde pas quand même. Oui, mais là, tu parles de religion. Qu'en est-il de notre religion? Quelle est notre religion? Je ne rentre pas dans la religion parce que moi, je ne suis pas religieux. Ma religion, c'est moi. Oui, mais religion, culture, tradition, mythe. La religion, on va dire que maintenant, avec les religions organisées qui servent à contrôler les peuples, moi, j'en fais pas partie. Je ne discute même pas. Je ne discute pas de croyance, je ne discute pas de religion. Mais ce que je sais, c'est que ma communication avec Dieu est personnelle, interne. Ma culture, la culture qui me fait évoluer, la façon que je me pense et mes origines, tout ceci, je me rejoins à l'Afrique. Oui, mais pour revenir à Haïti, à Quisqueya, quel est le rapport entre la culture et la religion vaudou? Ah, ça c'est une bonne question. De cette grande culture, comme le mot même religion, c'est relié, c'est religere de latin. Donc, c'est un concept pour unir les gens. Et les gens, comme on va dans un lacou, les gens, ils sont reliés, ils sont liés par quelque chose. Il y a un potomitan qui relie ces gens. Donc, ça forme leur religion, mais pas une religion organisée. D'ailleurs, on te dit que le vaudou, par exemple, c'est comme, c'est personnel. Chaque famille a un vaudou, c'est quelque chose de personnel. Tu vois? Et tous les tambours, il y a les tambours de Nago, il y a le Yoruba. De Yoruba, etc. Il y a plusieurs lacous qui s'organisent de façon différente. Et chaque famille héritière oui, forme sa tribu. Oui. Tu vois? Donc, pour dire d'une religion comme une religion organisée, le vaudou n'en est pas une. Une religion, oui, mais pas une organisée comme les autres. Je ne sais pas, moi, catholicisme. Pourtant, il y a des règles. Et je crois que c'est la religion qui ne pratique pas d'ostracisme. Parce qu'une femme a les mêmes droits qu'un homme. Ouais. Ils sont tous des serviteurs. Oh, là, on va entrer c'est la dans seule religion où... On va entrer dans un autre chapitre très intéressant, là, sur le vaudou, par exemple. Le Hungan, la Mambo, ce sont des serviteurs. Oui, on va finir avec Haïti Thomas. Il y a eu cette confusion de Haïti Thomas, l'origine de Haïti Thomas. Le mot, c'est Haïti Tomé. C'est un mot, je pense, Haïti Tomé, c'est congolais ou je ne me souviens plus là. Mais le mot, c'est Haïti Tomé, qui signifie quoi? Il y a une histoire qui a véhiculé dans la littérature vaudou que j'ai vérifiée, mais je l'ai lu la première fois avec Max Beauvoir, le Hati du vaudou haïtien. Il a écrit une histoire qu'il a tirée de la littérature vaudou qui s'appelle Uwe Uno. C'est une histoire, il s'agit de plusieurs Africains de la région guinéenne. Bon, quand je dis guinéenne, je parle de la Guinée. Pas de la Guinée Bissau qu'on parle d'aujourd'hui. Oui. On parle de la région guinéenne, de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Okay. Un groupe d'Africains qui se sont volontairement fait capturer pour faire le voyage de Guinée à Haïti pour libérer les gens parce que c'était leur terre sacrée, c'était leur paradis terrestre. Hervé, dis-moi, quels sont les rapports entre l'Égypte et Haïti? Oh, il y a ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est des coutumes égyptiennes, mais surtout au niveau vaudou. La culture vaudou, c'est la culture qui a gardé l'ancienne façon de voir les choses, l'ancienne conception. Et dans la littérature vaudou, quand on parle de, je ne sais pas, un exemple de Amon, le dieu Amon,
Mais il n'y avait pas un Dieu Amon. Il y avait une énergie. Le mot Dieu, c'est une invention européenne et très récente du Deus. Et il n'y avait pas de papa non plus. C'était plutôt la culture matriarcale. Parce que c'est la femme qui avait toute l'effervescence de la vie. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui contrôle la vie. C'est la femme qui gère la vie. Et jusqu'à peu près à l'an 3000 et avant notre ère, on va dire 5000 ans, il y avait dans cette région de Sumer, je te parle d'Égypte un petit peu, mais c'est un peu plus profond de parler des Sumériens un petit peu. Et il y avait ce roi qui s'appelait Gilgamesh. Il y a un livre qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Il y a plusieurs livres sur Gilgamesh, donc je pense que on peut se référer facilement pour voir. Gilgamesh devient le premier roi rayant. Il y a toujours eu un roi de consort, parce que c'est la reine qui régnait jusqu'avant cette période. Donc quand c'est la reine qui règne, c'était dans l'époque matriarcale. Parce qu'à chaque année, il y avait des cérémonies qui se faisaient et puis on changeait de roi. Il y avait un autre, c'est comme les abeilles. Exactement pareil. Ouais. Donc la reine régnait, il y avait un roi qui s'asseyait. Et dans toutes les descriptions des sculptures sumériennes qui existent, j'en ai vu plusieurs à la bibliothèque du British Museum, la bibliothèque en Angleterre. Il y a toujours cette femme, un enfant, et des fois c'est un enfant, mais c'est un adulte enfant, parce que l'homme adulte était un enfant vis-à-vis la femme. Oui, mais l'Église catholique va aussi s'approprier de ça. Les statues d'Isis vont devenir la Vierge à l'enfant. Ouais, ça, il y a eu ça, cette culture païenne au milieu de l'Église catholique, ça c'est super. Mais toutes ces vierges-là étaient noires dans l'Église catholique au départ. La Vierge est noire. Ça, on sait. Il n'y a aucun doute. Alors, tout ce qui est noir... L'Égypte, c'est aussi l'Afrique, n'est-ce pas? L'Égypte, on va venir à l'Égypte. L'Égypte est une colonie de la Nubie. Avant qu'il y ait eu des prêtres égyptiens, des rois égyptiens, il y avait la Nubie. C'est les Nubiens. Alors, la Nubie, c'est ce qu'on sait, qu'on appelle une partie d'Éthiopie et du Soudan aujourd'hui. Alors, Éthiopie, c'est quoi? Le nom Éthiopie, c'est un nom grec, une appellation grecque, qui signifie peau brûlée. D'ailleurs, il y a même une histoire de Scotia, cette déesse de la Nouvelle-Écosse, que les Anglais de la Nouvelle-Écosse, on va dire les Écossais, ont adopté. Ils ont nommé la ville à Scotia. Scotia la Noire. Il y a toute une histoire de Scotia. Et c'est marqué dans la Bible quelque part, et je suis noir, je suis belle, etc. Quelque chose comme ça. Aux femmes de Jérusalem. C'est dans le Cantique des Cantiques. Donc c'est Scotia. Elle s'appelait de cette façon. Il y a par exemple à Paris, la ville Paris. C'est une ville qui a été dédiée à Isis. La ville s'appelle Par, qui signifie demeure, Ishi. Donc Par Ishi, c'était la demeure d'Isis. C'est une ville qui a été consacrée. Parce que l'Européen qu'on côtoie aujourd'hui, ce n'est pas l'Européen d'antan. Il y a eu ce petit groupe de voyageurs qui domine le monde encore aujourd'hui. Donc, même de la culture française, bon, on ne va pas dire la culture française, parce que la culture française telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça fait à peu près, elle vient de 300 ans. Même le français qu'on parle aujourd'hui, le français n'est pas une langue, on va dire, c'est comme le créole qu'on a, le français est un créole, donc c'est un créole latin. Parce que tous les mots français viennent du latin ou du grec. Donc les gens qui s'enorgueillissent pour dire du français, c'est une langue, le créole ne peut pas être une langue, parce que moi je suis créoliste, et je suis pour le créole, parce que moi je parle haïtien, tu vois, donc j'ai toute ma fierté de parler haïtien. Mais il y a eu des penseurs français, des gens qui pouvaient penser pour se créer une langue, une académie, etc. Il nous manque de penseurs en Haïti. Donc l'Égypte
dont tu parles, c'était des nègres jusqu'à la 11e dynastie qui ont colonisé cette partie. Et l'Égypte n'a rien à voir avec le Moyen-Orient ou bien quoi que ce soit. L'Égypte est un pays d'Afrique. Donc si vous ne savez pas, je m'excuse, l'Égypte est un pays d'Afrique. Oui, il faut aussi dire que l'Afrique est un continent. C'est pas un pays. C'est pas un pays. Donc l'Afrique, c'est comme l'Europe. Le français est européen, tout comme l'Égyptien est africain, tout comme l'Haïtien caraïbéen, ou bien américain. Moi, aux États-Unis, je vis, on me demande où est-ce que tu es, je suis américain. Where are you from? Haïti? Et comment ça que tu es américain? Parce que Haïti de l'Amérique. Écoute, voyons. Tu as d'être un Einstein pour penser à ça. Hein? Donc, l'Égypte, la civilisation égyptienne. Quelque chose de curieux dans cette civilisation. Ils ont leur livre de référence qui s'appelle le livre des morts des anciens Égyptiens. Où est-ce qu'ils disent dans leur livre que leurs ancêtres, les dieux qui leur ont ramené la connaissance, la géométrie, la littérature, les mathématiques, tout ceci, la médecine, viennent des terres de l'Ouest. Maintenant, pour faire cette connexion, l'Égypte et des terres de l'Ouest, je vais dans ce qu'on appelle la genèse de la création sumérienne. Les Anunnaki, alors c'était les Elohim, c'est la traduction. Anuki, c'est Elohim. C'est les anges de El, ou bien qui, c'est le Dieu, et puis les autres, c'est les serviteurs, ou bien les autres dieux. Parce que Elohim, par exemple, on va dire que c'est un mot pluriel qui signifie plusieurs, et le mot singulier pour Elohim, c'est Elohim. Donc, quelqu'un qui dit les Elohim, ou bien Dieu, la traduction est erronée. Dieu ne créa pas, c'est les Elohim qui créèrent. Même Louis II l'a corrigé, pour vous qui faites la Bible. Louis II l'a corrigé dans la deuxième édition de Louis II. La Bible de 1918 a été très mal traduite. Donc, ils ont fait une autre version, qui a la bonne traduction plus ou moins de l'hébreu au français, directement. Et il y a André Choraki aussi, qui a une très bonne Bible de référence. Donc, c'est très intéressant. Tu sais, voilà Marie-Alice, la connaissance, notre identité, c'est ce qui nous manque. On accepte ce qui nous est donné par l'étranger. C'est pas ce qui nous manque, c'est ce que l'on ne dit pas aux enfants à l'école. On devrait pouvoir enseigner aux enfants à l'école ce que c'est que leur culture et ce qu'est leur identité. Aussi leur dire quels sont les modèles à suivre. Parler de notre histoire. Quand j'entends un petit Haïtien dire « mes ancêtres les Gaulois », ça m'amuse alors qu'il ne sait même pas qui est Jean-Jacques Dessalines. Il ne connaît pas Capois-la-Mort. Mais pourquoi? C'est simple. Mais la majorité de ces livres ont été édités par qui? Les frères de l'instruction chrétienne. Les frères de l'instruction chrétienne ont un but, une vision. C'est de rendre aux petits Haïtiens, aux petits n'importe qui d'autre, devenir un bon chrétien. Oui, mais c'est aussi un phénomène d'acculturation. Oui, mais est-ce que le gouvernement s'en soucie? Il ne s'en soucie guère. Alors, ce qui arrive, imbécile qui saute papa. Tu vois? Mais d'abord, on va avoir un problème. Il va falloir rééduquer nos éducateurs, d'abord. La première chose à faire, oui. Okay. Former les formateurs. Ouais. Parce que cette éducation formelle qu'on reçoit, qu'on a reçue pendant 200 ans, rend l'Haïtien ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas de notre faute. Moi j'enlève la faute aux Haïtiens. C'est ce qu'on a appris. On est ce qu'on apprend, on est ce qu'on vit. Mais maintenant, est-ce la faute du gouvernement? On n'a jamais un gouvernement conséquent qui puisse rendre à l'Haïtien son âme. Oui, mais on ne peut pas dire qu'un gouvernement va rendre à l'Haïtien son âme. Oh oui. Non, je pense que chaque famille a pour devoir de dire à l'enfant qui il est et d'où il vient. On ne peut pas compter sur l'État ou le gouvernement pour éduquer chaque Haïtien. Mais Marie-Alice, ça c'est très bien de le voir comme ça. Mais la famille, quand elle ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait?
quand la famille a vraiment honte, parce que ça, c'est pas la mode. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si l'État prend en charge l'éducation, et puis de la même façon qu'on étudie, je ne sais pas, la littérature française, pourquoi on ne littérature pas la littérature vaudou? Pas la littérature haïtienne de la façon que je l'ai étudiée, non. Il faut comprendre ce que c'est que le vaudou. Le vaudou, ce n'est pas juste faire de la magie avec des gens qui vont faire et acheter un point. Non, moi je parle du vaudou, de notre origine. C'est une culture qu'il faut comprendre. Il faut comprendre d'abord l'origine des peuples. Le mode de vie. Oui, il y a l'origine des peuples qui ont peuplé Haïti. Parce que chaque Haïtien, en général, bon, je reste en Haïti, mais je pourrais juste dire partout où on trouve des gens, c'est de couleur. La plus grande surprise, et je pense qu'il y a 3 ans, il y a un groupe de chercheurs, et je pense qu'il y avait des Américains et des Européens, qui ont fait un sampling. J'utilise ce mot anglais parce que ça a beaucoup plus de signification que moi. Un échantillonnage. Un échantillonnage de 7 femmes d'Europe. 7 femmes, 7 pays d'Europe. Ils ont fait leur échantillonnage de leur ADN. Excuse-moi. Elles sont tous originaires d'Afrique. Toutes originaires d'Afrique. Ouais. Parce que, justement, la race africaine se trouve à la base des autres races. Exactement. Donc, maintenant, et ça fait encore à peu près, je pense, c'est l'année dernière, il y avait le premier prototype humain qui datait de 150 millions d'années. Ils ont découvert un autre plus ancien. Cette fois-ci, un homme. Il y avait la femme et Lucie. Maintenant, ils ont découvert qui date environ 300 millions à 200 millions. Donc, maintenant, pour parler de l'origine de l'homme et pour avoir un groupe qui prétend que l'homme est vieux de 6000 ans, hein, tandis que le Sphinx en Égypte date d'au moins 7000 ans. Sinon plus. Tu veux que je te dise quelque chose d'intéressant dans tout ceci? Voilà ce que j'aime. C'est que toute cette histoire égyptienne, toute cette histoire sumérienne, et là, je ne parle pas d'Israël, là, hein, parce que Israël, c'est nouveau. Le peuple d'Israël, ça n'existait même pas quand je parle de cette civilisation. Ces gens, ils sont convaincus que leurs ancêtres viennent de la région de la Caraïbe. Un Maya du Guatemala, il va dire ceci: quand je meurs, mon âme va à Haïti. Le Maya d'aujourd'hui du Guatemala. Quand je meurs, mon âme va à Haïti. Le Taïno, qui est sorti du Venezuela. Alors, si vous voulez être plus spécifique, je peux dire au bord de la rivière Orinoco du Venezuela. Ils sortent de là, les Taïnos. Donc, ils ne sont pas originaires d'Haïti. J'entends souvent des jeunes, les plus vieux, qui disent que les indigènes d'Haïti. Les Taïnos n'étaient pas des indigènes d'Haïti. Ils viennent du Venezuela. Avant eux, il y avait les Siboney, il y avait les Guayabos Blancos, il y avait les Rodondos, il y avait les Kalinagos, qu'on appelle les Caraïbes. Il y avait tous ces gens avant les Taïnos en Haïti. Mais l'histoire que je voulais raconter, c'est ceci. Ah, tu parles des Caraïbes, qu'on dit être des... Non, mais ça c'est une histoire de la même façon qu'on avait diabolisé les Africains. C'est de la même façon que les Kalinagos ont été diabolisés. Pourquoi? Parce que c'était le seul peuple dans la région qui a fait de la résistance aux étrangers. Donc, automatiquement, il était des diables parce qu'il n'était pas soumis. Lorsqu'on est soumis, on est très bien. Quand on n'est pas soumis, là, on te donne des qualificatifs. Diabolisation. Donc, l'histoire que je voulais raconter, c'est que tout ceci, il y avait l'histoire de la reine Maya. C'est la reine Mo. On l'appelle, en anglais, c'est M-O-O, puis dans d'autres langues, c'est M-U. Il y a même une autre histoire qui parle, à l'opposé de l'Atlantide, il y avait une autre île qui s'appelait Mu. Okay, les deux disparurent à peu près dans la même époque, à 200 ans ou 300 ans d'intervalle. Bon, ça fait partie de face à face.
Mais les Mayas font partie de face à face. C'est pourquoi les Mayas. Les étrangers, on va dire, et les Occidentaux ont fait connaissance à cette civilisation, ça fait juste 500 ans. 500 années de ça. Les Mayas ont existé, il y a eu une très grande civilisation supérieure à celle des Grecs. Ce qu'il y a de curieux, c'est que à Chichén Itzá, il y a eu de grosses sculptures, de grosses têtes de nègres. Et dans toutes les cultures anciennes, les constructions ou bien les pièces mégalithiques, de grosses pièces, représentaient toujours la déité. C'était des gens importants. Mais ils remarquèrent que c'était des négroïdes, c'était des nègres. Je ne dirais pas qu'ils sont venus d'Afrique. Pas à la télévision en tout cas. Mais c'était des nègres. Et c'est juste récemment, il y a eu cette notion. On connaît les Mayas et on connaît les Oltecs. Mais on ne connaît pas les Moltecs. On connaît les Toltecs, mais on ne connaissait pas les Oltecs. Les Olmecs. Qui étaient les Olmecs? Il y avait cette civilisation qui avait emmené justement la civilisation aux Mayas. Donc, il y a eu cet échange de connaissances et de culture qui s'est produit dans un temps beaucoup plus lointain que l'Européen puisse imaginer aujourd'hui. Et cette connexion avec Haïti a toujours été là, parce que les Mayas ont raconté que leurs ancêtres venaient à travers de l'autre côté de Cuba, sur l'île du Scorpion. Donc ça, c'est super intéressant pour comprendre. Donc, je pense que connaître la connaissance, c'est ce qui nous affranchira un jour. Parce que nous sommes ici, je dirais, c'était pas juste une chasse ou juste une dérive maritime de Christophe Colomb. Nous sommes ici parce que nous devons être ici. C'est notre place, on mérite cet endroit et on se doit de la conserver, de la protéger. Mais on dit que Christophe Colomb n'a jamais écrit qu'il avait découvert Haïti. Non, mais... Il a écrit dans son journal de bord, c'est une île à découvrir et à ne jamais quitter. Mais il n'a pas dit qu'il l'avait découvert. Non, mais il ne l'a jamais découvert. Il n'y a jamais eu un voyage pour la découverte. C'est un voyage organisé qui a été payé, sponsorisé par plusieurs gens de la couronne. L'Église était en arrière de ce voyage. D'ailleurs, les Templiers aussi, en quelque part. Oui, sans encore ces détails, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a des détails, mais naturellement, on va dire les caravelles, il y avait les drapeaux templiers. Mais je ne peux pas dire que oui, il y avait les Templiers. Mais ce que je peux dire, c'est que le roi d'Aragon, la reine de Castille, qui était la cousine du pape, je me souviens de son nom, c'est pas Clément, non, c'est Borgia en tout cas, et avait eu l'autorisation pour le voyage. Mais le voyage était plus facile parce que dans cette année, 1492, c'était la même année que Castille et Aragon expulsèrent les Juifs et les musulmans. Donc ils sortirent, ces deux villes sortirent de l'occupation musulmane. Bon, pas de l'occupation musulmane, de l'occupation des morts. Donc ce qui était des morts encore, on va dire c'est des gens de l'Afrique du Nord, c'était des Noirs convertis. Ils étaient musulmans. Ce n'étaient pas des Arabes, c'était des musulmans. Donc c'était des Noirs de la région du Maroc, qui étaient berbères un peu, mais qui étaient des convertis. C'est ces gens qui ont occupé l'Espagne pendant près de 700 années. Pas l'Espagne, c'est la région ibérique. Il n'y avait pas d'Espagne dans le temps, parce que c'était plus à Andalousa, leur force. La première université qui a été établie, université en Europe, c'est ces gens qui l'ont établie là-bas. Et les musulmans et les juifs, dans ce temps, jusqu'à 1492, étaient en partenariat. Parce que lorsque ces gens allèrent en conquête, si tu veux, ils amenaient les juifs, parce que les juifs étaient de très grands commerçants.
Les Maures étaient de grands intellectuels et les Juifs de très grands commerçants. Donc, ils faisaient de bons commerces. Donc, ils voyageaient ensemble. Avec le Juif d'aujourd'hui et le musulman d'aujourd'hui, moi, je ne les comprends pas. Tout comme le chrétien d'aujourd'hui, vous le dites franchement. Moi, je ne comprends absolument rien qui se passe. Donc, face à face, je pense que explique un petit peu un parcours humain de ce que nous sommes et permet à l'individu de se découvrir un petit peu. Quand tu dis nous, tu parles de nous, haïtiens de l'île. Au commencement, l'haïtien se découvre pour ce qu'il est. Ensuite, il y a l'humain qui se découvre aussi. Mais quel est le rapport entre tout ce que tu me dis là et ce que nous vivons là actuellement comme culture haïtienne? Qu'est-ce que tu vois? Comme culture. Quelle comparaison fais-tu? Pour découvrir la culture haïtienne. Que reste-t-il de tout ça? Heureusement pour l'haïtien, heureusement je peux dire, on a des endroits qui sont encore méconnus de la majorité des Haïtiens. Il y a cette littérature qui explique l'haïtien qui est encore méconnue de la majorité des Haïtiens. C'est bien sauvegardé. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui protègent cette déesse. Il y a des gens qui protègent cette culture. Il y a des gens qui protègent cette connaissance. Ce n'est pas des gens qui vont choisir de le faire. C'est des gens qui ont été choisis pour le faire, à leur insu. Ils le font sans savoir le pourquoi. Donc là, tu rentres dans l'ésotérisme, pratiquement. Non. Sois plus clair. Il y a des gens qui parlent de ce qu'ils savent. Excuse-moi. Il y a des gens qui sont très bien imbus de la culture haïtienne et qui l'étudient, qui le projettent, et qui qui l'expliquent. transmettent ce savoir. Oui, ils le transmettent sans bruit. Mais pourquoi es-tu là, toi, dans l'instant? En l'instant, et on va dire, moi, le 18, j'ai une signature à, j'imagine. Le 23, je suis en livre et en folie. Donc, j'attends tout le monde. Donc là, tu es dans le momentum. Excuse-moi. Est-ce que le moment est venu de parler ou d'exposer cette culture haïtienne que l'on a diabolisée ou de mettre fin à cette acculturation qui nous envahit et qu'on appelle la globalisation ou l'universalité? Comment est-ce que tu vois tout ça? Quelle analyse tu fais? Il y a un effort. Il y a un effort qui doit se faire. L'effort qui doit se faire, c'est que les élites haïtiennes doivent se pencher sur la question haïtienne. Quelle est la question haïtienne? C'est quoi être haïtien? Comment se reconnaître d'être haïtien? Et politiquement parlant, économiquement parlant. Pardon, comment tu le définis, toi, être haïtien? Être haïtien, ma définition d'être haïtien. Je suis haïtien parce que dans la période de 1791 à 1791 à 2003, il y avait eu un consensus, un groupe d'hommes qui se sont réunis en congrès et ont fêté un succès. Donc, je suis haïtien parce que ces gens de l'Afrique, avec ces gens qui ont été mis en esclavage ici, avec leurs frères qui sont issus des Blancs en Haïti, ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce sang qui nous lie, on est haïtien. Donc je me reconnais haïtien, pas parce que la France m'a donné un cadeau. Je suis haïtien parce que mes ancêtres africains ont décidé qu'aujourd'hui, j'aurai un petit lot de terre, que je peux faire 50 000 à l'étranger et je retourne chez moi. N'était ces gens, on serait encore à la merci de la boucherie
de ces gens qui ont maltraité nos mères surtout, qui les ont violées, etc., etc. Donc, être haïtien, c'est de pouvoir reconnaître les Jean-Jacques Dessalines, etc. Donc, c'est il pouvoir faut reconnaître, parler de l'épopée des ancêtres. il faut pouvoir reconnaître un Boukman qui, lui, n'était pas né sur cette terre. Il était venu. Et tant d'autres. Pas juste des Noirs, il y avait d'autres personnes. J'étais pas là, je ne sais pas. Mais, Oui, il 1791. y a des Polonais qui ont choisi de oh, rester les avec Polonais, nous. des Allemands aussi, hein? Les Allemands Il y a qui ont choisi ok. de rester, des Indiens aussi. Oui, bon, ça c'était leur terre, ils étaient là avant nous. Oui. Mais 1791, on va dire 14-15 août, c'est deux dates, parce que je vois que la date du 15 août a été usurpée par la religion pour fêter une autre fête. La fête du 15 août, c'est la fête de notre terre, c'est la fête de notre et Ezuli. C'est pas la fête je sais pas ce qu'on appelle, c'est notre fête à nous. Il ne faut pas les changer. C'est une malédiction sur le pays pour ça. L'échange que c'est fait par rapport aux esprits. Je ne veux pas entrer dans l'ésotérisme parce que je présente face à face comme un document académique. Donc je ne rentre pas là-dessus. On reste sur ce principe. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Je pense que notre heure est arrivée. Hein? 2 minutes. Ok, donc, 2 minutes. Et dans 2 minutes, d'habitude, on me dit qu'est-ce que tu veux dire pour finir. Oui. Pour finir, c'est très simple. J'aimerais que chaque Haïtien en général participe au renouveau d'Haïti. Comment participer au renouveau d'Haïti? Il faut que l'Haïtien recentre le ballon pour se questionner lui-même. Mais qui suis-je en réalité? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mon prochain? Qu'est-ce que je fais pour ces gens? Comment je peux aider? C'est ça ce qu'on appelle cette fraternité haïtienne. C'est ce combat qu'on a mené et en 1791 à 1803 pour avoir ce pays. On avait un combat frères et sœurs ensemble. C'est comme... là, je vais prendre le temps. Okay. Donc, c'est ce combat qui est nécessaire. Et tu peux être ce que tu veux, tu peux croire ce que tu veux, mais comme haïtien. La tolérance. Oui, mais c'est ça, la tolérance, c'est le principe. Et l'acceptation. C'est une preuve d'intelligence, en fait. L'acceptation. Oui. Ouais, L'acceptation de l'autre. Oui, tu me dis que tu es musulman, ben, Oui. amuse-toi à être musulman. Moi, je ne suis pas musulman. Ben, tu es mon ami. Je ne veux pas que tu t'imposes sur moi. Parce que là, je réagis. Je n'ai pas besoin de ton affaire. Amuse-toi avec, mais moi, je ne veux pas. Parce que je sais qui je suis. Je connais mon héritage. Et ça, c'est mon héritage. Je le garde. Je suis très fier. Je suis haïtien parce que, justement, je reconnais des ancêtres. Je reconnais la culture africaine. Je reconnais la culture taïno. OK? Parce que je sais la provenance de cette culture. Parce que tout sort partout. Ce blanchissage d'esprit que l'on nous force d'accepter. D'ailleurs, on te dit quelque chose de très simple. Tout ce qui est blanchi, c'est probablement pas le meilleur choix pour toi. C'est comme, on va prendre, je ne sais pas, le sucre. Le sucre blanc, c'est du poison. Oui, dans les églises catholiques, on a blanchi les vierges noires Bon, et chaque fois elles redeviennent noires. On est obligé de les peindre à nouveau. Bon. Oui. Mais on parle d'énergie. Donc c'est l'énergie. Écoutez, les vierges, qu'est-ce que ça représente en réalité? Pas grand-chose. Mais il y a l'énergie. C'est un symbole. Tu vois. Donc le principe, moi je suis pour le principe. Les symboles, on peut symboliser. Chaque religion va venir paraître et puis symboliser les mêmes. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est là. C'est Aïa, ça a été le principe. Hervé, je te remercie de nous avoir enrichis. Oh, à moi de vous remercier. Je te remercie pour le partage. Et nous t'avons reçu avec honneur et nous te renvoyons avec respect.